Dans la banlieue de Tourcoing chaque semaine, Fatima a la même habitude. Je vais récupérer des paniers que Lidl met à disposition quand c'est quand la date est proche, quand les légumes commencent un peu à se ramollir. Des paniers à prix cassé. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de paniers à disposition. Du coup, je préfère y aller le matin pour être sûre d'avoir quelque chose, quoi. 3 à 6 cagettes maximum de fruits et légumes invendus sont mises à disposition chaque jour par ce supermarché. Si Fatima parvient à en acheter une, elle aura de quoi couvrir les besoins de ses 5 enfants et de son mari pour une semaine. J'ai trouvé vraiment une grande cagette avec, regardez, des fraises. Ça, on connaît les prix des fraises, hein, c'est une grande cagette quand même. Alors, j'ai des petites barquettes de champignons bio. Voilà, ça, j'en ai plusieurs. J'ai des concombres aussi. Donc vous êtes contente ? Ah ouais, mais vraiment. Ah, vraiment. 2 € pour tout ça. Il y a beaucoup de produits bio à l'intérieur. Donc, super, je suis super contente. Ces dernières années, avec l'inflation, le caddie de Fatima a été divisé par 3 et la mère de famille a dû s'adapter. Il faut que je vois ce qui est bon ou pas. Voilà, ça par exemple, on lave, tout ça, ça s'en va. Et ça, c'est des champignons bio. Fatima et son mari vivent avec moins de 2 000 € par mois. Lui est retraité, elle aidante pour sa fille polyhandicapée. Là, mets-toi bien. Ça va ? Elle va prendre son bain et ensuite elle va dîner. Les bons légumes et les bons produits pour ma fille, je crois que ça peut l'aider à aller bien. Manger sainement, c'est quand même un droit fondamental pour être bien dans mon corps, pour que la petite famille se porte bien. Je trouve que ce qu'on pose sur la table, c'est important. Ah oui, pour bien manger, on sacrifie pas mal de choses. On le fait, mais c'est pas normal. Mais se battre contre qui et contre quoi ? Contre les grosses enseignes ? Contre qui, en fait, on va se battre ? Se battre contre la vie chère, c'est la promesse des enseignes françaises de la grande distribution. Mais qu'en est-il réellement ? Pour comprendre comment sont fixés les prix, il faut se rendre dans les rayons de nos supermarchés. Car c'est chaque enseigne qui détermine le prix final des produits que nous consommons. Aujourd'hui, nous suivons Audrey de l'association de défense des consommateurs Foodwatch. Depuis des années, elle dénonce l'injuste prix de notre alimentation. Le Nutella, c'est un produit appel phare de la grande distribution que les consommateurs ont envie d'acheter et qui doivent être disponibles dans les rayons. Les distributeurs ne margent quasiment pas sur ces produits-là, puisque les prix de ces produits sont tellement connus qu'ils sont à peu près au même prix entre les distributeurs, et donc les marges, elles vont devoir se faire sur d'autres produits pour compenser celles qui ne sont pas faites sur ces produits d'appel. Une fois votre cabas rempli de gâteaux, sodas et pâtes à tartiner bon marché, c'est au rayon des produits frais que votre note de course peut considérablement augmenter. Les distributeurs vont avoir tendance à marger beaucoup plus sur les rayons des fruits et légumes, des produits frais, locaux et encore plus sur les rayons biologiques. On estime qu'aujourd'hui, les marges sur les rayons fruits et légumes, ça va être jusqu'à 40% en plus. Il y a même certains légumes qui vont aller jusqu'à 67%. Donc ça montre bien à quel point ces produits les plus sains sont inaccessibles financièrement. Au moment de régler ses courses, le consommateur de produits frais et sains aura donc tendance à payer beaucoup plus cher. On sait par exemple qu'en 2022, les distributeurs ont acheté pour 18 milliards d'euros de fruits et légumes aux producteurs et que les consommateurs en caisse ont payé 22,7 milliards d'euros. Ça montre bien la différence parce que pour des produits qui ne subissent pas de transformation industrielle, pour lesquels il n'y a pas d'intermédiaire, à part un emballage, on ne sait pas en fait expliquer pourquoi il y a cet écart et cette hausse de prix si importante.
Selon quels critères les distributeurs décident-ils des prix? C'est cette question qui intéresse la sénatrice écologiste Antoinette Gull, rapporteure d'une commission d'enquête sur les marges. C'est vrai que c'est un système, j'allais dire, quasiment perdant-perdant, quoi, en tout cas pour les consommateurs et pour les agriculteurs. Et pourquoi je dis ça pour les consommateurs? Parce que les produits peu transformés sont souvent des produits les plus margés par la grande distribution. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que là aussi, le consommateur final est un peu biaisé dans son choix. Parce qu'on va lui proposer des produits ultra transformés, pas très chers, et des produits sains, non transformés, très margés. Très margés, ça ne veut pas dire qu'ils sont très chers payés à l'agriculteur. Ça veut dire que la marge qui est faite dessus va venir compenser l'absence de marge sur les autres produits très transformés dont nous parlions. Pourtant, la France tente depuis des années de mettre de l'ordre dans les prix. Une loi, la loi Egalim, protège même la rémunération des agriculteurs. Ce que dit Egalim, c'est plutôt que de mettre un prix et de voir à la fin ce qui revient à l'agriculteur, on va faire la constitution du prix en marche avant. On va partir de l'agriculteur, du prix de l'agriculteur, et c'est ça qui n'est pas fait. Ces lois, puisqu'il y a plusieurs lois Egalim, ne sont pas respectées. Pour comprendre comment la loi française peut être contournée, il faut plonger au cœur des négociations commerciales qui ont lieu chaque année entre représentants des producteurs et de la grande distribution. Monsieur Lambert, bonjour. L'accès aux box de négociation est interdit aux journalistes, mais nous avons décidé de vous en montrer une reconstitution. Merci de me recevoir. Ben, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre petite nouveauté et vous m'en direz des nouvelles. D'accord. On regardera ça à un autre moment, c'est pas l'objet du jour. Olivier Loriol, ancien de la grande distribution, représente un acheteur d'une enseigne leader dans la guerre des prix bas. Vincent Tribou, comédien, joue un industriel d'une PME qui travaille avec des produits essentiellement agricoles. Vous avez reçu nos nouveaux tarifs, hein, donc avec cette hausse, et donc c'est vraiment pas de gaieté de cœur. Et si je viens aujourd'hui, c'est pour voir comment, ensemble, on peut aborder ce sujet. Ah ben, il n'y a pas de sujet, hein. Il n'y a pas de sujet. Moi, je vous l'ai déjà dit, on est dans une période où même, vous voyez, mon boss, vous le voyez à la télévision, il vous dit qu'il n'y aura pas de rediscussion des tarifs. Donc, pour 2026, les prix sont figés. On se reverra pour 2027. Monsieur Lambert, vous savez très bien que s'il y a une hausse inhérente au transport, les engrais, les matières premières agricoles ont augmenté. Non, je vous demande vraiment de... Vous êtes les seuls à m'envoyer une hausse aussi importante, 3%. C'est totalement indécent, hein, la conjoncture actuelle. L'autre point, c'est que vous êtes déjà entraînés à ce qu'il y ait des crises. La guerre de l'Ukraine, vous saviez déjà que ça pouvait augmenter très vite. Mais Monsieur Lambert, vous, par rapport à Egalim, vous êtes bien engagé à pratiquer un tarif juste. Vous savez que pour nos produits... Et qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Une forme de menace? Il y a le fait de dire que vous voulez faire appliquer le code de commerce? Alors je vais vous mettre très à l'aise tout de suite. Faites-le. Mon département légal va être ravi de ça. Et en fonction de ça, on verra ce qui se passe. D'accord? Mais n'oubliez pas simplement une chose. C'est le consommateur qui est en face de vous et de moi. Là, je suis nature et craque. Tu m'as brisé. Ça va? Oui. Olivier Loriol connaît parfaitement ces techniques de négociation. Il prépare aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire à mieux les affronter. Une hausse de tarifs, quand elle est en partie justifiée par l'augmentation du blé, des transports, etc., ne doit pas être discutée. Or, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. La grande distribution, elle essaye fondamentalement toujours de jouer, et c'est la technique de négociation, de jouer sur le fournisseur pour qu'il ne pense pas que cette loi va le protéger véritablement, qu'il y renonce de lui-même, en fait. C'est ça, la stratégie de négociation. Et de façon à lui laisser penser que là où il espère une négociation normale, fondamentalement, il ne l'aura pas.
Au Sénat, nous avons montré cette reconstitution à la sénatrice Antoinette Guhl. Ça correspond à ce qui nous a été dit tout au long de cette commission d'enquête et la manière dont cela nous a été relaté, dont les négociations se font. Je pense qu'il y a une grande violence dans les négociations liée au déséquilibre de puissance entre l'un et l'autre, puisque, bien entendu, lorsqu'une PME se retrouve devant un distributeur, eh bien, le distributeur a dans ses mains 40% du chiffre d'affaires de la PME. Et donc, bien entendu que la PME n'a aucun pouvoir de négociation. Cette forme d'intimidation, c'est une manière de contourner la loi et c'est rendu possible par la concentration de la grande distribution. Ces dernières années, les grandes enseignes ont même décidé de se regrouper pour peser ensemble dans les négociations qu'elles mènent face à certaines entreprises. Des discussions qui ont lieu en dehors des frontières françaises. Carrefour et Coopérative U négocient aujourd'hui à Madrid, Leclerc à Bruxelles, Intermarché Auchan et Casino à Amsterdam. Ces lieux sont appelés des centrales d'achat. Un industriel de l'agroalimentaire qui connaît bien les pratiques de ces centrales a accepté de nous en parler sous couvert d'anonymat. Pour éviter toute représaille, ces propos ont été répétés par l'un de nos journalistes. Ces centrales européennes sont un moyen pour les distributeurs français de s'affranchir du droit français qui est davantage protecteur de la relation commerciale et des filières agricoles que le droit d'autres pays européens. On a des enseignes qui ont des pratiques qui sont assimilables à des pratiques de voyous. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de négociations, c'est-à-dire qu'on vous soumet un planning de négociation, on vous soumet une date butoir et on vous soumet des sanctions qui sont immédiatement applicables. Voilà, des arrêts de commande, du déréférencement. Le fait est qu'à un moment donné, vous avez 25, 30, 40, 50% de vos commandes qui du jour au lendemain s'arrêtent. Le déréférencement qui entraîne, lorsque vous travaillez sur des catégories de produits frais, la destruction de produits, en fait c'est de l'humiliation. Des témoignages comme celui-ci, la sénatrice en a entendu plusieurs au cours de ses auditions. Pour avancer dans son enquête, Antoinette Guhl a donc décidé de réaliser une série de visites surprises à des industriels. Ce matin, elle a accepté que nous la suivions. Parmi tous les industriels que nous avons auditionnés, il a été fait mention, par exemple, de rétorsion, de beaucoup d'actions de rétorsion. Donc nous, ce que nous cherchons à savoir, c'est à objectiver ces actions de rétorsion. Est-ce qu'elles ont eu lieu? Et si oui, qu'est-ce qu'elles représentent en termes de chiffre d'affaires pour un industriel? Oui, bonjour. Ici Antoinette Guhl, je suis rapporteure pour la commission d'enquête du Sénat. Vous avez rendez-vous, madame? Non, nous n'avons pas rendez-vous. Pouvez-vous l'informer de notre présence et lui dire que nous aimerions le rencontrer? On vous voit, vous pouvez. Ah, super, merci. Pour nous, la visite s'arrête ici. Un mois plus tard, Antoinette Guhl nous dévoile les documents qu'elle a collectés au cours de ses déplacements. Alors vous voyez, ce premier document, par exemple, c'est un document de déréférencement partiel de produits. Donc, ce qui signifie déréférencement partiel, ce qui signifie que le distributeur a choisi d'enlever un certain nombre de références de ces rayons parce que la négociation n'avance pas assez vite à son goût. Voilà, et nous en avons plusieurs de ce type-là. C'est un sujet qu'il va falloir documenter de manière importante parce que c'est des pratiques, j'allais dire, qui s'imposent de plus en plus dans les négociations, à un tel point que j'ai l'impression qu'il y a même une mécanique qui a été mise en place par les centrales d'achat pour pouvoir juste appuyer sur un bouton et déréférencer. Au cours de ses auditions, la sénatrice a obtenu des révélations de la part de l'une de ces centrales d'achat, celle de Michel-Édouard Leclerc, basé à Bruxelles. Nous avons reçu ici le directeur d'Eurelec, votre centrale d'achat, qui nous expliquait qu'il ne respectait pas la loi française. Qu'avez-vous à répondre à cela?
Alors, d'abord, moi, je respecte la loi française, d'accord ? Ensuite, on peut contester une loi française sans être un brigand. Hein. D'ailleurs, les lois sont votées souvent avec des majorités faibles, et donc il y a des gens qui sont contre des lois, quand bien même elles sont adaptées. Donc, on les applique, mais on n'est pas forcément pour. Le directeur de RELEC, ici, ne nous a pas dit qu'il contestait une partie de la loi française, qu'elle n'était pas adaptée. Il nous a dit qu'il ne respectait pas la loi française. Et si lui ne respecte pas la loi française, cela signifie que vous ne respectez pas non plus dans la mise en rayon des produits qui, eux, vont aller respecter intégralement la loi française. Le contentieux qui est en cours, si j'ai bien compris, c'est de savoir quelle est la législation applicable à une société qui est basée en Belgique. Quand on est en Belgique, il pose la question il pose la question. Non, mais on va vous préciser la question. La question n'est pas de savoir si RELEC, effectivement basé à Bruxelles, respecte ou pas. La question est de savoir les marchandises qui transitent et qui sont achetées par le RELEC et qui reviennent en France, dans les rayons des magasins français. Donc là, la question que nous nous posons, c'est respectent-ils la loi française et comment est-ce possible s'ils ont été achetés dans le cadre d'une négociation qui ne la respectait pas? Mais la réponse est claire. Les représentants de cette société belge disent qu'ils sont sous le droit belge. Donc, non mais, tournez pas autour du pot. Il y a un contentieux, la justice dira... Ce n'est pas la question, M. le Président. Mais si vous ne voulez pas répondre à la question, c'est ma réponse. On a compris. D'accord, on a répondu que vous ne voulez pas répondre. Alors, c'est vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, entre Michel-Édouard Leclerc et vous, qui a raison? Alors, c'est toute la question de l'extraterritorialité de la loi. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'on nous impose la loi belge, par exemple. Il n'y a pas de raison que nos produits qui sont vendus en France dans nos supermarchés respectent la loi belge. Ils doivent respecter la loi française. D'autant plus, je le dis, s'ils sont produits en France avec de la matière première agricole française. Là, ça devient une évidence. Dans le rapport, il y a une recommandation qui est qu'une entreprise qui achète de la matière première agricole française à 80%, qui produit sur le territoire français et qui vend ses produits en France, doit négocier en France. Une vingtaine de solutions a été formulée par la sénatrice pour rendre notre système alimentaire plus juste. Entre autres, un affichage obligatoire des marges sur les produits non transformés. Dans les rayons, une marque a déjà fait de la transparence sa priorité. Bonjour monsieur, vous connaissez la démarche Liquide Patron? Le lait qui rémunère au juste prix les producteurs et les productrices? Bonjour madame. Bonjour. Vous connaissez ces guides patrons? Vous cherchez du lait? Peut-être. Moi je suis consommateur, je ne suis pas du tout salarié de ces guides patrons. Et donc on a voté, nous consommateurs, un prix garanti de 54 centimes au litre pour les producteurs. C'est quoi actuellement les producteurs, ce qu'ils perçoivent, vous savez? Alors ça dépend de qui achète. Par exemple Lactel, Candia, ils sont beaucoup plus bas. Parce qu'en fait on a un accord qui nous lie, quel que soit le montant du prix du lait au cours du lait. En fait le prix est garanti, c'est-à-dire il y a un accord et c'est toujours 54 centimes. Voilà. Le point de départ en fait c'est la rémunération des productrices et des producteurs. Je vous assure qu'après quand vous ouvrez une brique de lait le matin, vous ne voyez plus la brique de lait de la même façon, quoi. Écoutez, merci beaucoup. Je vais en prendre. Voilà. Si Eric vante aujourd'hui les mérites de la marque, alors il y a du demi-écrémé, ça c'est du entier, ça c'est du sans lactose. cet ancien expert en marketing a d'abord été méfiant, comme de nombreux consommateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame, merci pour eux. Merci, bonne journée. On a des profils comme je l'ai été avec le scepticisme et le doute de savoir si réellement on est dans une démarche qui est certifiée, enfin du moins qui est garantie pour le consommateur et d'avoir la certitude que les centimes supplémentaires sont bien fléchés vers les producteurs. Donc ça, il faut l'expliquer, il faut prendre le temps de l'expliquer, mais c'est pas impossible, quoi. Ça prend du temps, c'est de la pédagogie, ça prend un certain temps, mais on va y arriver. En 10 ans, c'est qu'il patron est entré dans toutes les enseignes de supermarchés, devenant la nouvelle marque alimentaire la plus vendue. Carrefour a été le premier distributeur à y croire, un pari payant pour le magasin. Le lait, c'est qui le patron? Le lait demi-écrémé, puisqu'on parle de cette référence-là, donc est dans le top 50 de nos ventes, hypermarché. Et ce top 50-là est pris sur les 77 000 références que j'ai dans un hypermarché, quoi. Ça rend heureux un directeur de magasin, ça rend heureux un producteur et ça rend heureux un consommateur.
Dans le modèle économique de la marque, pas de budget pour la publicité. C'est la clé d'un prix qui reste accessible pour le consommateur. 8,25, 9. Sophie, elle aussi engagée dans la démarche, a pris l'habitude de le vérifier. C'est vrai qu'en hyper, on n'est pas les moins chers, mais dès qu'on est dans des grandes villes et des petites surfaces, c'est impressionnant. On peut être clairement les moins chers sur des rayons. En termes de prix, on s'aperçoit que le produit C'est qui le patron est pas... voilà, on dit toujours c'est plus cher, c'est plus cher. En fait, non, on s'aperçoit que sur les produits, comparé à des produits d'autres marques, le produit est parfaitement bien placé. C'est qui le patron est une coopérative de consommateurs. Ses membres, bénévoles, sont aux commandes de la marque. Ce matin, nous suivons Sophie et Eric. Alors, 116, toi. Et ben, je pense qu'on est à côté. Hop. Ils partent visiter la ferme de l'un de leurs fournisseurs laitiers. Bonjour. Alors, on va vous prendre 2 moelleux, c'est qui le patron, et 2 jus de pomme aussi, alors s'il vous plaît. Merci. Étant petite fille et nièce d'agriculteur, alors pas producteur de lait, mais ça me touche quand même particulièrement de vraiment soutenir une démarche qui littéralement a pas grand-chose à cacher. Hein. Donc moi, c'est vraiment la partie transparence et nouveau modèle économique, en plus évidemment de la juste rémunération aux producteurs qui pour moi est pas négociable. C'est des gens qui nous nourrissent et le fait qu'ils ne puissent pas vivre de leur métier, ça paraît absurde. Pour votre information, nous arriverons en gare de Livroche-Boger. Dans le Limousin, Bastien élève une trentaine de vaches laitières. Allez, venez! Allez! Allez, sage! Allez, on bouge là, on y va! À seulement 20 ans, il est l'un des 2500 agriculteurs du réseau C'est qui le patron. Et donc, t'as quoi? T'as la Primo-Holstein et la normande ou que de la normande? Non, j'ai les deux. Elle est noire et blanche, c'est la Primo-Holstein. Et après, la normande, c'est aussi un choix de cœur parce que j'aime bien la race. C'est la première fois que des consommateurs de la marque lui rendent visite. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par nous, par nos métiers, qui nous aident aussi à promouvoir ce qu'on fait, ce qu'on sait faire. Ouais, laisse le baisser pour pas clair. Il faut qu'il y ait moins d'air possible qui passe. Bastien n'a pas encore de salle de traite robotisée. C'est donc manuellement qu'il doit installer la machine à traire sur chaque animal. C'est manuel, même si c'est assisté, mais il y a la manipulation. Il faut les brancher, il faut les installer. Il y en a une 27-30 à faire, quoi, donc ça prend du temps. Et demain matin, 7h, demain soir, 7h30, et tous les jours de la semaine, samedi, dimanche compris. C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de week-end, c'est-à-dire que si il veut faire un week-end, il faut qu'il trouve forcément quelqu'un pour l'aider. Et ça a un coût. L'exploitation s'est transmise de père en fils. Le père de Bastien a travaillé toute sa vie pour Lactalis, certaines années sans pouvoir se rémunérer. C'est en 2019 que la ferme a rejoint le réseau C'est qui le patron. Un choix qui a tout changé. C'est réconfortant. Parce que là, ils nous payent un prix du lait qui est aujourd'hui au-dessus de notre prix de revient. Donc bon, on a tout à y gagner et enfin, on peut continuer à travailler sereinement. Parce qu'en 2 ans, en 2019 et 2020, j'ai réussi à refaire de la trésorerie. Et j'ai pu ensuite relancer un peu d'investissement que je n'avais pas fait depuis 2014. Avant, on ne l'avait pas, ça. Donc maintenant, c'est à lui d'avancer avec ce qu'il sait, avec ce qu'il a appris à l'école, avec les jours d'aujourd'hui qui sont différents d'il y a quand même plusieurs années. Et un prix quand même qui reste aujourd'hui attractif pour pouvoir travailler. Si la marque C'est qui le patron se fait petit à petit sa place dans nos rayons, la guerre des prix entre industriels et grande distribution continue. En 10 ans, une ferme sur 5 a mis la clé sous la porte.
De quoi mettre en danger la souveraineté alimentaire de la France. Alors pour éviter la catastrophe, la sénatrice Antoinette Guhl a formulé une vingtaine de propositions. Son rapport rendu public, elle espère que le gouvernement apportera des réponses.